les critiques c'était très méchant parce que moi je me rappelle très bien d'un commentaire que je garde toujours qui disait que quelqu'un qui ne sait pas distinguer les mots féminins ou masculins, comment il peut se prétendre être un donneur de leçons. Qui vous a parlé de la crypto-monnaie? Vous l'avez découvert à travers vos recherches ou c'est quelqu'un qui vous a parlé de la crypto-monnaie? Tu sais, quand tu travailles sérieusement ou honnêtement, même là où tu travailles, si ça ne te récompense pas, Dieu va mettre dans votre chemin ce qui va te récompenser à l'autour du travail que vous fournissez. Donc moi, je travaillais dur. La dame que j'ai travaillé, il me payait 50 000. La dame, elle me payait 50 000. Il n'a pas eu un parcours classique, il n'a pas grandi dans les salles de classe, mais dans les rues de Dakar. Aujourd'hui, il s'exprime aisément en français et est suivi par plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Il vit d'Internet et de la crypto-monnaie à travers son entreprise Vision d'Afrique. Une histoire de persévérance, de résilience, de courage et surtout de confiance en soi. J'ai l'honneur de recevoir M. Amadou Seck, un homme au parcours aussi atypique qu'inspirant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix d'Expérience. Je suis Félicité Ndop, communicante community manager. Maintenant, place à l'histoire. Alors, pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui est Amadou Seck? Merci beaucoup Félicité, c'est très intéressant. Donc peut-être pour dire juste une chose, donc des centaines de milliers d'abonnés sur les différents réseaux, pas uniquement sur YouTube. Voilà, on est en train de travailler pour atteindre la barre de 1 million d'abonnés sur Entreprendre Autrement, peut-être bientôt. Alors, Amadou Seck, c'est un jeune Sénégalais, entrepreneur africain, comme vous l'avez bien dit, qui n'a pas eu le même parcours que tout le monde. Donc, c'est-à-dire que le parcours classique, c'est d'aller à l'école, avoir des diplômes, trouver un job ou bien se lancer en business. Voilà, moi j'ai fait, c'est-à-dire que tout ce qui est contraire à tout ça, faire les écoles coraniques, comme toi tu es au Sénégal, tu peux connaître un peu c'est quoi école coranique. Donc à la fin, je rejoins Dakar en 2006 et ensuite je cherchais à s'en sortir comme tout le monde. Okay. Donc quand tu viens dans une capitale, que ce soit Dakar, Abidjan, Ouagadougou, Yaoundé, la première chose c'est que tu vas voir qu'il y a une grande différence entre la vie au village et la vie au niveau du capital. Donc la charité de vie, le transport, tout ce que tu dois faire, tu dois payer. Moi j'ai vu grandir dans une atmosphère. Jusqu'à mes 14 ans, je ne savais pas qu'il y a des petits services à payer. Je n'ai jamais imaginé payer le transport. Ça m'arrivait rarement de partir à Kaolack. Kaolack et notre village, c'était des centaines de kilomètres. Et payer 500, 700. Donc quand j'arrive à Dakar, chaque petite distance, tu dois payer le taxi 2000, 5000, et ainsi de suite. Donc tu es obligé de se battre pour s'en sortir. Et dans ce contexte que je suis obligé maintenant de me lancer dans l'entrepreneuriat pour venir aussi en aide à ma mère. Donc c'est comme ça que tout est parti. 2006, j'ai commencé tous les business basiques comme toute jeune. Toute jeune, je n'ai pas faire exception dans ce cas par rapport à les jeunes africains parce que l'atmosphère ou l'environnement n'est pas trop favorable pour la jeunesse. Donc c'est comme ça que j'ai grandi. J'ai testé de gauche à droite, sachets plastiques, des jeux, des CD. Et jusqu'à 2011-2012, rejoindre l'université Cheikh Anta Diop en tant qu'employé. Okay. Et en 2016, j'ai créé Vision d'Afrique. Et c'est un bébé que j'ai en train d'accompagner. Jusqu'à aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui se retrouvent dans cette idéologie, dans cette vision au niveau de Vision d'Afrique. On fait pas mal de choses aujourd'hui, des conférences, des prestations, des idées de business. À chaque fois qu'on a une idée, on essaie de le matérialiser. Et notre dernière idée au sein de Vision d'Afrique, c'est notre plateforme Vision Crypto aujourd'hui. D'accord. En fait, j'aimerais que vous reveniez un peu plus en détail quand vous arrivez en ville. Pourquoi vous avez choisi la vente des journaux? Parce que dans votre film documentaire, c'est de vendeur de journaux à PDG de Vision d'Afrique. Pourquoi avoir choisi spécifiquement la vente des journaux avant d'autres petits business? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a introduit ou c'est un choix que vous avez fait vous-même? Oui, je n'ai pas commencé même avec la vente des journaux. La vente des journaux, je peux dire que c'est l'une des dernières étapes en tant qu'ambulant. Ce qu'on appelle ambulant, je pense que toute ta communauté comprend. Ambulant, c'est les gens qui vont dans les rues et tout ça. Donc la vente des journaux, c'est l'une des dernières étapes. Quand je suis arrivé, on m'a introduit en vente des sachets plastiques. Quand je suis arrivé à Dakar avec ma mère, il y avait une voisine de ma mère très gentille. Elle s'appelle Yambaeng. Elle a même témoigné au niveau du documentaire que vous parlez. Donc c'est cette dame qui nous a introduit au marché Gueltapé Casbah pour vendre des sachets plastiques. Là, on a fait. Il y a un moment donné, je voulais gagner plus. Je commençais à vendre le soir des œufs à côté de ma mère.
au niveau de Casbah. Après les jeux, je voulais toujours gagner beaucoup d'argent. On m'a introduit dans les CD. À l'époque, les CD, c'était interdit, ce qu'on appelle les CD piratage. Donc, je fais des CD. Quand un jour, on m'a arrêté, j'avais même pas 18 ans. Quand on m'a arrêté maintenant, avec les CD, on s'est rendu compte que c'est des piratages illégaux. J'ai fait 2 jours au niveau du commissariat central. Quand je suis sorti de cette garde à vue, je suis obligé de recommencer à zéro. Et là, il n'y avait plus de moyens de capital. Donc, ça veut dire que vous avez tout perdu quand vous avez arrêté. Oui, exactement. Quand je suis sorti vraiment les mains vides. Je n'ai plus de capital, je n'ai plus de marchandises à vendre. Donc, il faut faire un business qui ne demande pas de capital. Ce qui m'a amené sur les journaux. Parce qu'à l'époque, les journaux, tu n'as pas besoin de capital pour le faire. Parce que tu as besoin juste de donner votre photocopie d'identité comme justificatif, pièce justificative, et voilà qu'on peut te reconnaître, ton numéro de téléphone, et tu viens à 4 h du matin, on te donne 100, 200, 250 journaux que tu mets dans tes bras et tu cours en vendant ça dans les rues de Dakar. Chaque journal vendu, tu gagnes 20 francs. Donc si je réussis à vendre 100 journaux dans la journée, je gagne 2000 francs. Donc c'est comme ça que j'ai intégré ce milieu de vente de journaux à Dakar. J'ai fait pendant un an et demi. Ensuite, j'ai rejoint l'université Cheikh Anta Diop en tant qu'employé dans un multiservice. Et en 2011-12, de 11-12 à 2015, j'ai travaillé pour cette dame qui m'a recruté. Et en 2016, je me suis lancé en Vision d'Afrique. Au départ, c'était dans le même optique de ce que j'ai appris à l'université dans les multiservices. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas un parcours classique, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait l'école comme nous autres. Mais aujourd'hui, vous vous exprimez en français. À quel moment vous avez commencé à apprendre à parler et écrire le français? Je commence à apprendre à parler le français quand je vendais des journaux. Ça, avant de vendre des journaux, quand même, quand je suis arrivé à Dakar, vous savez, à Dakar, à l'époque, c'était l'époque où les jeunes Sénégalais aimaient regarder les téléséries. C'était les téléséries indo. Je me rappelle très bien, quand je suis arrivé à Dakar, c'était le temps de Ruby. Les Sénégalais vont connaître. Il y avait ces arts de téléséries que les gens regardaient tous les soirs. C'est comme si il y a un événement important à la maison. Tout le monde se ressemble pour regarder les films. Bon, en tant qu'innocent, tu as besoin d'un peu comprendre. Voilà, mais ça ne m'a pas poussé à vouloir coûte que coûte apprendre. Mais quand je commençais à vendre des journaux, c'était mon business, c'est le métier. Maintenant, les gens commençaient à me demander qu'est-ce qu'on a écrit sur les journaux. Tu as besoin d'expliquer, tu as besoin de dire que voilà, on a dit sur tel journal telle ou telle chose pour que les gens puissent acheter. Il y a des gens qui sont dans les bus qui vont te dire est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il y en a écrit à la une entre tel journal, tel journal. Là, je suis obligé d'apprendre. C'est en ce moment-là vraiment que je commençais à apprendre pour lire, apprendre à parler le français un peu. Quand je suis rejoint l'université maintenant en 2011, l'université c'est un village planétaire, c'est un demi-pays, c'est le Sénégal ou l'Afrique en miniature. Quand j'ai rentré à l'université en 2011-2012, il y avait des Gabonais, des Congolais, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Marocains, tout ça. Et ce n'est pas forcément tout le monde qui parle Wolof. Il y a d'autres qui parlent français. Donc là-bas aussi, j'ai senti le besoin de m'exprimer et de comprendre le français pour interagir avec ceux qui viennent faire leur petit service dans notre multiservice. Donc le déclic a commencé là-bas. C'est là où j'ai commencé à apprendre à lire. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais arrêté d'apprendre parce que jusqu'à aujourd'hui, moi, je dis souvent, ce n'est pas encore parfait, mais je continue à apprendre. Ok, bon, quand vous l'expliquez, ça veut dire que vous avez appris de manière verbale. Mais après aussi, vous avez commencé à écrire. Parce que là, je vois que vous avez déjà 3 livres à votre actif. Donc, ça veut dire que vous avez, à un moment donné, appris à écrire. Comment ça se fait, en fait? Oui, actuellement, je suis sur mon 5e livre. Donc, oui. En 2016, quand j'ai lancé ma propre entreprise quand même, j'ai payé un gars qui s'appelle M. Touré, qui était venu m'apprendre un peu voilà, les grammaires, un peu. Voilà, je fais pratiquement 3 à 4 mois avec la personne. Il était très pédagogue, il m'a un peu aidé. Voilà. Mais le reste, j'ai appris en autodidacte, à travers Internet, à travers les réseaux et tout ça. J'apprends. Donc, c'est cet apprentissage pratique qui est plus rapide pour moi. Et c'est ça que j'ai fait. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai regardé des films. J'avais l'habitude de choisir des bons films que j'aime. Je me rappelle très bien, il y a un film qui s'appelle Suits. Suits, les avocats sur mesure de Harvey et tout ça. C'est un film qui est de 9 saisons, saison 1 jusqu'à saison 9.
Je peux te dire que cette film-là, je l'ai regardé plus de 10 ou 15 fois en répétitif, en boucle. Pourquoi? Parce que j'aimais le film, mais ça m'apprenait à comprendre, à parler et tout ça. Donc c'est cet apprentissage dans la vie que je fais, comme disait Amadou Ampateba. L'école, bien sûr, c'est bien, c'est important, ça donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Donc moi, je me dis que je me suis auto-formé dans la vie. Ok. Maintenant, vous avez lancé Vision d'Afrique en 2016. À quel moment vous découvrez réellement les opportunités liées à Internet? En 2016, quand j'ai lancé Vision d'Afrique, j'ai commencé à être amoureux de la lecture. Je lisais aussi le livre de Kiyosaki, Père riche et pauvre, comme tous les entrepreneurs qui démarrent, La magie de voir grand. J'ai commencé à aimer la lecture et tout, les audiobooks et tout ça. Et j'ai tombé sur son deuxième livre, Le Cadran du Cash Flow. Quand j'ai tombé sur Le Cadran du Cash Flow, il a expliqué quelque chose de très simple. Il n'y a que 4 manières de gagner de l'argent. Il faut être employé, ou self-employé, ou créateur d'un système, ou investisseur. À l'époque, et il dit, la conclusion est beaucoup plus importante, tous les employés et les self-employés, peu importe leur intelligence, peu importe leur force de travail ou de force de frappe, peu importe la motivation, durant toute leur vie, ils ne pourront pas devenir riches parce qu'eux, ils partagent que 5% de la richesse mondiale. Il dit que les créateurs de systèmes et les investisseurs, avec un peu d'effort, ils peuvent devenir riches parce que là-bas, il y a 95% de la richesse mondiale qui tourne. Et automatiquement, je voulais faire partie de ces catégories-là. Et automatiquement, j'ai posé la question à Internet. Quels sont les systèmes? Quels sont les investissements? Et je me suis rendu compte que les investissements n'étaient pas adaptés à moi parce que je n'avais pas les moyens d'investir. Mais les systèmes, peut-être à l'époque, étaient un peu, entre guillemets, adaptés à moi, créer un business avec Internet. Donc tout ce que Internet m'a donné à l'époque, Google, comme un système, il a un lien avec Internet. Donc c'est en ce moment-là, c'est parti, je me dis que tout ce que je dois faire doit être lié avec Internet. C'est là où on m'a parlé de la crypto, j'ai commencé à investir dans la crypto, j'ai commencé à évoluer et on m'a parlé des investissements en ligne. On a gagné, on a perdu comme tout le monde, mais au moins ça m'a ouvert les yeux et ça m'a permis de découvrir l'univers d'Internet. Et en 2019, j'ai participé ou j'ai acheté ma première formation avec un gars que je dis toujours Coco, un coach, grand coach, Alphonse Afo. Il a fait quelque chose de très important parce qu'il a permis à beaucoup de jeunes Africains de comprendre qu'on peut gagner de l'argent. Parce qu'en 2019, il a commencé à faire des tournées intitulées « Comment profiter du potentiel économique d'Internet ». Et j'ai participé à sa formation pour la première fois en 2019. Chaque année, je participe à sa conférence. Ça m'a ouvert encore beaucoup d'autres portes, beaucoup d'autres univers. Et voilà, c'est parti comme ça. J'ai continué à creuser. Et comme on dit, si vous creusez et vous n'arrêtez jamais de creuser, tu vas trouver de l'or. Donc il y a de l'or partout. La seule chose qui empêche les gens de trouver de l'or, c'est d'arrêter de creuser au bout du chemin. Arrêter de creuser au bout du chemin. Alors, quand vous découvrez les opportunités liées à Internet, un peu plus tard, vous découvrez également la crypto-monnaie. Qui vous a parlé de la crypto-monnaie? Vous l'avez découvert à travers vos recherches ou c'est quelqu'un qui vous a parlé de la crypto-monnaie? Non, à travers mes recherches, tout ce qui tournait autour d'Internet, mais pour être honnête, il y a un monsieur très intéressant aussi qui s'appelle Yahya Anne. Yahya Anne, il vivait en Belgique, donc avant de venir, il avait gagné beaucoup d'argent avec les bitcoins, donc il est rentré au Sénégal investir et tout ça. Et comme moi, j'étais toujours un bosseur, c'est pourquoi je dis tous les jeunes, travaillez dur. Tu sais, quand tu travailles sérieusement ou honnêtement, même là où tu travailles, si ça ne te récompense pas, Dieu va mettre dans votre chemin ce qui va te récompenser à l'auteur du travail que vous fournissez. Donc moi, j'ai travaillé dur. La dame que j'ai travaillé, il me payait 50 000. La dame, elle me payait 50 000. Je parle dans un média, elle va se reconnaître, elle me payait 50 000. Mais je n'ai jamais dit qu'on me paye 50 000, je vais travailler à l'auteur de 50 000. Donc moi, je travaille de 8h à 23h parce que la dame, quand on a commencé, c'était juste pour un multiservice. Okay. Mais ensuite, pour comment il s'appelle? Ensuite, il a ajouté un cybercafé à l'époque. Et cybercafé, on avait besoin d'être jusqu'à la nuit. Donc le gars, il a remarqué tous ces efforts que je fais. Et quand j'ai créé Vision d'Afrique aussi, je travaillais tous les jours de 7h à minuit, ainsi de suite. Donc le mec, il a remarqué tous ces efforts et il est venu me dire que toi, tu es brave, tu es vraiment un bosseur. Fais de la crypto, Bitcoin, fais du Bitcoin. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Donc la seule chose que j'avais compris, c'est faire du Bitcoin et tu peux gagner beaucoup d'argent.
et je le fais confiance. Je me dis que peut-être c'est quelqu'un qui a pitié à moi et j'ai investi sur Bitcoin. C'est comme ça que c'est parti. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau dans ce domaine. Ok, donc si je comprends bien, sans hésiter, sans tituber, sans avoir peur, vous avez foncé. Oui, c'était pas à 100% comme ça parce qu'à l'époque, j'avais deux amis qui étaient proches de moi. L'un, il s'appelle Ali Ndiaye, l'autre s'appelle Amadou Alikan. Okay. Amadou Alikan, à l'époque, il avait son master en droit des affaires. Ali Ndiaye avait fini ses études en marketing et communication dans une grande école qui s'appelle Etika à l'époque. C'était des amis proches. Quand le monsieur m'a parlé de ça, j'ai appelé ces deux amis pour leur dire de réfléchir parce qu'ils sont à un niveau d'études voilà, un peu plus loin, poussé. Donc ils sont à un niveau de réflexion un peu approfondi. Mais quand ils sont finis de réfléchir, les deux tous, ils ne sont pas convaincus. Et donc moi, ils ne m'ont pas empêché. Je me dis que bon, je n'ai rien à perdre parce que j'aime bien dire souvent, si tu es à terre, tu ne dois pas avoir peur de tomber. Donc il y a des gens qui sont à terre, qui ont peur de tomber. Tu vas tomber où? Et moi, à l'époque, j'étais à terre, je n'ai pas les moyens, je dormais avec ma mère, il n'y a rien. Donc je ne peux pas perdre grand-chose. Ça marche pour me sauver. Ou si ça ne marche pas aussi, je continue la vie misérable que je vivais à l'époque. Et donc j'ai décidé finalement de tester la chose et je n'ai pas regretté. La seule chose que je pouvais regretter aujourd'hui, si je ne faisais pas ça, quelle personne que je vais devenir. Ok. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, vous avez d'abord créé votre chaîne YouTube, c'est bien ça? Les premiers commentaires, comment vous avez vécu ça? Les commentaires négatifs, si on peut le dire comme ça. Tu sais, quand tu es focus et tu sais ce que vous voulez, si les gens te déstabilisent parce que tu n'es pas fort mentalement et tu n'es pas un pourquoi fort. Moi, ma mère vivait certaines situations que ce que les gens disent ne pourrait pas me déstabiliser. Et quand je lisais sur le cadran du casse-flou, j'avais compris que créer une page YouTube, ce qui m'a motivé à créer une page YouTube, ce n'était pas parce que j'ai quelque chose à dire, mais je savais que c'est un système que j'ai en train de mettre en place. Donc oui, les critiques, c'était très méchant, parce que moi, je me rappelle très bien d'un commentaire que je garde toujours, qui disait que quelqu'un qui ne sait pas distinguer les mots féminins ou masculins, comment il peut se prétendre être un donneur de leçons. Et j'aurais bien aimé savoir la vie de cette personne aujourd'hui et comparer à ma vie. Donc j'aurais bien aimé, voilà. Mais comme on dit, les haters sont sur les réseaux pour ça. Donc Henry Ford a dit, les gens qui font n'ont pas le temps de parler et ils n'ont pas le droit de parler. Mais les gens qui parlent ne font rien et la seule chose qui est à leur disposition, c'est de parler. Donc chaque personne peut être à l'aise et vivre la vie vraiment meilleure, harmonie que tu as envie de vivre, c'est de comprendre que chacun a une mission à faire. Toi, moi, ma mission aujourd'hui, je me dis que c'est de faire, c'est de produire, c'est de créer, c'est d'inventer, c'est de pousser les choses, le coup de sourd plus loin possible. Oui, c'est ça ma mission de vie. Mais il y a quelqu'un d'autre, sa mission de vie, c'est d'insulter, c'est de critiquer, c'est de dénigrer. Alors, si moi, je veux empêcher cette personne de faire ce travail, c'est comme si que moi, je fais mon travail et je ne veux pas que l'autre fasse son travail. Donc, ceux qui vont insulter, ils n'ont qu'à continuer à insulter. C'est pas mal, c'est pas bien, ça fait pas plaisir, mais c'est leur job. Ils n'ont qu'à faire leur job. Et toi, ton job, c'est de faire. Donc, le jour où il y aura plus de gens qui font, les gens, ils n'auront rien à dire. Donc, pour que les gens auront quelque chose à dire, il faut des gens qui vont faire quelque chose. Et donc, c'est pourquoi moi, je préfère toujours faire partie des personnes qui font et laisser les gens parler. Donc, au début, c'était un peu compliqué, beaucoup de critiques, beaucoup de moqueries et tout ça. Mais aujourd'hui, si on voit totaliser des milliers d'abonnés sur les différents régions, être capable d'aller que ce soit à Abidjan, des pays où c'est pas là où on est grandi, à Ouagadougou, au Cameroun, au Bénin. Allez-y, mobiliser des salles qui prennent 200, 300, 500 personnes. Les gens viennent de 8h à 14h parce que tu es en train de faire un travail remarquable, parce que tu es en train d'inspirer, parce que tu es en train d'impacter, parce que tu es en train de montrer la voie à des milliers de personnes. Donc je me dis qu'on a bien fait de continuer, de se lancer dans cette aventure et de continuer à le faire. Donc oui, c'était dur. Mais comme disait Kennedy, quand c'est dur, c'est les durs avancent. D'accord. La crypto-monnaie, vous êtes dans la crypto-monnaie, votre entreprise aujourd'hui, elle est l'incontournable au Sénégal, je vais dire. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui pensent encore que la crypto-monnaie, c'est une arnaque? Oui, c'est-à-dire que ce que tu penses, les choses sont les choses.
la perception que tu as envers les choses qui détermine la chose. C'est très simple. Si tu dis que la crypto c'est de l'arnaque, n'y va pas. C'est de l'arnaque pour toi et on va t'arnaquer. Parce que c'est comme quelqu'un qui dit que je ne prête pas de l'argent à l'État. Parce que l'État c'est de l'arnaque. Oui, bien sûr, il y a des arnaquages au niveau de l'État. Sur tous les pays du monde. Chaque mois, chaque année, chaque fin de régime, tu entends des ministres, des députés qu'on a arrêtés parce qu'ils ont volé l'argent de l'État. Donc, est-ce que ça veut dire que tout l'État est de l'arnaque? Non. Il y a des personnes, des mauvaises personnes, des personnes mal intentionnées dans n'importe quel secteur d'activité qui font du mal. Donc, si vous prenez ces gens-là pour le catégoriser sur une chose, c'est toi qui as fait une fausse analyse. Alors, la crypto n'est pas de l'arnaque. Mais c'est vrai, il y a des arnaqueurs sur la crypto. C'est pourquoi toutes les personnes qui veulent se lancer dans ça doivent apprendre, doivent s'éduquer, doivent se former, doivent comprendre la chose, doivent avoir cet esprit de discernement, de comprendre du faux et du vrai, et ça peut sauver beaucoup de personnes. Toutes les choses qu'on avait liées avec la crypto pour dire que c'est de l'arnaque, 90% de ces choses-là sont disparues, mais la crypto continue à fonctionner. Jusqu'à Maison Blanche, si les gens parlent de la crypto, les plus grandes personnalités dans le domaine du finance du monde aujourd'hui s'investissent ou s'intéressent à la crypto. On parle de Donald Trump, on parle de Elon Musk, on parle de Michael Saylor de MicroStrategy, on parle de Larry Fink de BlackRock. Les plus grands géants du monde s'intéressent à la crypto, donc ça ne peut pas être de l'arnaque. Et par contre, il y a des arnaqueurs dans la crypto qui essaient d'arnaquer les gens comme n'importe quel secteur d'activité. Sur une application comme Wave, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent pour dire que c'est des personnes qui sont des victimes d'arnaque parce que les personnes l'ont appelé pour dire fais ça et ils sont renvoyés leur argent. Est-ce que Wave c'est de l'arnaque? Non, c'est quelqu'un qui t'a arnaqué au nom de Wave. C'est la même chose avec la crypto-monnaie. D'accord. Maintenant, quel message vous pouvez donner aux jeunes qui se sentent bloqués ou coincés quelque part? Alors, moi j'aime bien répéter la même chose qu'un mentor a l'habitude de dire. Tant que tu es bloqué quelque part, c'est parce que là où on t'a bloqué, ça ne fait pas trop mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es dans ton confort, tu manges bien, tu dors bien, tu cherches un emploi, si tu ne trouves pas, tu restes à la maison parce que tu dors. Donc je pense que c'est la famille qui doit maintenant sauter cette marmite pour dire qu'il n'y a plus rien à manger. Le jour où un père de famille ou une mère de famille qui donnait à manger à ses enfants qui sont à la maison pour dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Pour dire qu'on a vendu la maison. Même si vous allez se bluffer pour louer la maison à quelqu'un d'autre. Un parent qui a 10 ou 5 enfants à la maison. Et toutes ces personnes disent qu'il n'y a pas de job. On ne peut pas travailler. J'ai déposé de demande d'emploi. Parce que depuis qu'ils sont nés, jusqu'à aujourd'hui, 25 ans, 30 ans, 35 ans, le vieux est en train de leur nourrir, loger, vêtir, tout ça. Le vieux n'a qu'à faire un test pour vous dire à quel point que la situation rend l'homme fort. Si le vieux vient dire que j'ai un problème, la maison, on vient de le vendre. On n'a plus de possibilité de donner quelqu'un à manger ou à boire. Moi, je prends mes clics et mes claques, je pars au village. Chacun n'a qu'à se débrouiller. Je peux vous garantir, cette vie, s'il fait 1 an, quand il va revenir dans cette ville, l'un de ses enfants va l'héberger dans sa propre maison parce que la situation va obliger les gens de faire. Maintenant, pour être simple et suivre le dogme de tout le monde, je vais dire que oui, bravo, courage, continuez à chercher, n'abandonnez pas, mais ça ne fait pas grand-chose. Ce qui Cheikh Ben Al Maktoum, le patron de Dubaï, l'a écrit dans son livre, son histoire. Il n'y a que les moments difficiles et durs qui créent de l'homme fort. Toute personne est homme fort, mais il faut un environnement pour que la personne forte puisse déterminer et montrer qu'il est fort. Si tu t'es entraîné en boxe pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu es le champion du boxe, et il n'y a aucun ring pour se boxer, on ne peut pas savoir, toi-même tu ne peux pas savoir tes talents et tes capacités. Donc souvent l'environnement peut te permettre d'exploiter ces talents. Et moi, exemple, c'est mon cas, c'est la situation, c'est l'environnement qui a permis que je n'avais pas le choix. Je suis venu trouver ma mère dans une situation, je suis obligé de me battre. Donc moi, je n'ai pas créé une entreprise, je n'ai pas vendu dans les rues de Dakar parce que je suis fort, je n'ai pas vendu, je n'ai pas fait ce que je fais parce que je suis intelligent, parce que je n'avais pas le choix. Donc mettez les gens dans une situation où ils n'ont pas le choix, tu vas voir des miracles. Même si vous avez vos enfants, même si vous aimez vos enfants, mettez ces enfants
dans les situations où ils n'ont pas le choix, la seule chose qui est à leur disposition, c'est de se battre pour s'en sortir. Ils font créer des paradis ici sur Terre. Et ça, c'est bien développé dans le livre de Sun Tzu, L'art de la guerre. Il a dit que pour un commandant gagne la guerre, il va permettre à l'autre ou l'ennemi ou l'adversaire d'avoir une issue échappatoire. Si l'ennemi ou l'adversaire a la possibilité d'échapper, il ne va jamais faire le combat comme il se faut, il se doit, parce qu'il va se dire, si c'est chaud, je fuis. Mais si on crée un environnement où la personne n'a aucune autre issue que de se battre, 2 personnes peuvent tuer 1000 personnes, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ok. Donc, vivre d'Internet sans diplôme, c'est possible. Mais que diriez-vous à ceux qui doutent encore? Oui, tu sais, quand tu doutes, continue. J'aime bien douter. Moi, j'aime bien. Si je devais être philosophe, j'aurais être cartésien. Parce que doute pour douter, doute sceptique, c'est bien. Doute pour comprendre, doute pour avoir de la lumière. Mais si vous doutez pour douter, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, si on vous dit telle chose est bon, regardez la personne qui est en train de le faire. Est-ce qu'il a des résultats? Est-ce que les résultats qu'il a, est-ce que tu as besoin de ces résultats? Prenons le cadre de l'école. L'école vous promet tout. Mais toutes les personnes qui vous enseignent, 90%, vous êtes dans une classe d'école. Vous êtes 20, 30, 50 personnes. Le prof est en train de vous promettre des choses que lui n'a pas. Et il est passé sur cette promesse. Vous tous, vous n'avez pas besoin de l'avis de cette prof, mais vous le suivez quand même. Selon Albert Einstein, c'est la définition de la folie. Donc, douter, c'est bien. Est-ce qu'on peut vivre d'Internet? Douter. Mais Jack Ma vit d'Internet. Il fait partie des hommes les plus riches dans cette planète. L'homme le plus riche en Chine. Elon Musk vit d'Internet. Que ce soit PayPal, que ce soit PayPal, que ce soit tout ça. Jeff Bezos vit d'Internet avec Amazon. Mark Zuckerberg vit d'Internet avec Facebook, Instagram, anyway. Toi, si vous doutez, avec toutes ces belles personnes qui vivent de l'Internet, voilà, tu vas juste continuer à douter et tu fais du douter pour douter, mais il n'y a même pas d'argument pour douter. Ok. Durant votre parcours, y a-t-il une habitude, un principe ou une citation qui vous a guidé jusque-là? Remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Ah, la fameuse citation, ça c'est de la vôtre. Ben, c'est juste tout ça, parce que j'ai compris que plus que tu as quelque chose dans la tête, plus que tu grandis. En âge, en sagesse, en argent, en tout. Et c'est une citation que j'ai reformulée peut-être à ma manière, mais c'est la même chose qu'on dit partout. Dans la Bible, on nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Faute de connaissances. On pourrait dire « Mon peuple périt par manque d'humain ». Mon peuple périt par manque de matériel. Mon peuple périt par manque de jeunesse. Non. Tout ça, c'est des alibis. Mais il dit quelque chose de concret. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, plus que tu as de la connaissance, tu réussis. L'homme le plus riche de tous les temps, ce n'est pas Massa Moussa, c'est le prophète Suleiman. Pour les chrétiens ou catholiques, on parle de Salomon. Moi, j'ai son livre ici. Le livre écrit sur sa vie. La seule chose qui a défini ou déterminé le succès et la réussite de Salomon, c'est quoi? C'est la connaissance. Dieu a demandé à Salomon de choisir entre la sagesse, le pouvoir et la richesse. Il pouvait choisir la richesse ou le pouvoir, mais il a choisi la connaissance, la sagesse. Vous savez, la connaissance sans la richesse ou la sagesse, la connaissance, le pouvoir sans connaissance, tu perds ce pouvoir. La richesse sans connaissance, tu perds cette richesse. Mais la connaissance te donne les deux à la fois, tu as trois. Parce que quand tu as la richesse, tu as besoin d'un avocat, tu as besoin de se défendre, tu as besoin des gens qui vont gérer ton argent, tu as besoin de tout ça. Le pouvoir sans la connaissance, tu as besoin des gens qui vont te guider. Mais si tu as la connaissance, tu gères tout à la fois et tu vas réussir. C'est pourquoi je l'ai compris en disant remplissez la tête et laissez la tête remplir les postes. Si je vais résumer une seule chose qui m'a guidé, c'est ça. Toujours apprendre. Toujours. Avoir l'humilité de dire que je ne sais pas. Moi, j'ai peur de toutes les personnes qui disent je connais ou je sais. S'il y a un seul mot dans la langue française ou dictionnaire, dans le vocabulaire français qui est plus dangereux pour moi, c'est le mot je sais ou je connais. Il faut toujours avoir l'humilité d'apprendre. Alors récemment, vous avez lancé Vision Crypto. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, c'est quoi Vision Crypto?
Vision Crypto, c'est un software transformé en SaaS qui permet les gens d'acheter ou de vendre des cryptos partout dans le monde sans difficulté, mais surtout en Afrique. Donc aujourd'hui en Afrique, on a remarqué un entrepreneur, c'est quelqu'un qui détecte des problèmes et apporte une solution. Je suis dans cet univers de la crypto-monnaie depuis 2018 et on s'est rendu compte qu'on a besoin des infrastructures adoptées qui permettent les gens d'avoir accès à leurs fonds en cas de besoin, d'avoir accès à des crypto-monnaies en cas de besoin, avec aussi des taux accessibles et raisonnables. Parce qu'il y a une ou deux ou trois plateformes qui existent avec des taux exorbitants que les gens se plaignent matin, midi, soir. Je n'arrive pas à acheter, le support client ne me répond pas, etc. etc. Et nous, on s'est dit que, alors pourquoi pas ne pas apporter une solution? C'est dans cette réflexion, depuis début 2025, on a réfléchi, on a trouvé des développeurs vraiment compétents au Sénégal, à Abidjan, au niveau de Dubaï, etc. Des personnes qui sont réunies pour qu'on puisse travailler sur un bon projet. Appelez Vision Crypto, www.visioncrypto.net. L'application est disponible déjà sur Google Store et toute l'équipe est en train de travailler pour que l'appli soit disponible sur Apple Store. Donc, pour acheter, vendre des crypto-monnaies en moyenne de 1 minute avec la plateforme Vision Crypto, tu peux le faire facilement, sans problème. Donc, c'est dans ce sens qu'on a créé la plateforme et permettre les gens d'avoir la possibilité de faire de l'affiliation. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de pénétrer ce marché du numérique très tôt, qui m'a permis aussi de faire partie des personnes qui ont fait de l'affiliation avec beaucoup de plateformes, beaucoup de brokers. Aujourd'hui, les affiliations te rapportent de l'argent. Nous, on a inclus l'affiliation sur la plateforme Vision Crypto. Vous créez votre compte, même vous n'achetez pas, vous ne vendez pas, tu prends votre lien d'affiliation, vous le partagez et toutes les personnes qui vont l'utiliser pour acheter ou vendre des crypto-monnaies, automatiquement vous avez des retours sur des commissions, sur les montants qu'ils vont acheter. Donc il y a énormément de choses comme avantage sur la plateforme. La plateforme a mis en place depuis plus de 2 mois aujourd'hui pas mal d'utilisateurs. Il suffit juste de créer votre compte, faire le KYC et commencer à utiliser la plateforme. Ok, donc fini les problèmes de vente, achat des cryptos. Plus de taux d'intérêt exorbitant, plus de retard, plus le support ne répond pas, tout ça avec Vision de Crypto, on met quoi? Plus d'arnaque aussi. Exactement. D'accord, bon. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à cette jeunesse-là, surtout, comme on le dit souvent, les gens des Master 2 qui sont toujours réticents face aux opportunités que Internet nous offre, toujours réticents face à la crypto-monnaie. Bon, c'est des choix de vie, mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? 2 choses. La première, avec cette patience passive, la seule chose que vous allez gagner, c'est le temps et l'âge. Vous allez perdre du temps et vous allez devenir âgé. Ah ouais, c'est bon. Les gens qui attendent qu'un miracle se produise ne se produira jamais. Dieu ne va jamais descendre pour régler les problèmes de gens et des autres. Il y a des gens qui pensent comme ça. C'est pourquoi ce qu'il faut à un jeune qui a son master ou qui n'a pas son master, que ce soit licence, que ce soit le bac, que ce soit le BFM, de comprendre une seule chose. Une seule chose. Le meilleur moment pour lui qui nous regarde, ou elle, c'est déjà passé. Son meilleur moment qu'il attend pour se lancer, c'est déjà passé. Donc maintenant, c'est son dernier sens de se lancer aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, lance-toi aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent qui fait le business, mais c'est le business qui fait l'argent. Pour ceux qui attendent l'argent pour lancer leur business, ça c'est un. Deuxième chose, ce n'est pas, on va attendre, il ne faut pas attendre être parfait pour faire, on va faire pour être parfait. Tu ne pourras jamais être parfait pour faire. Tu vas faire pour être parfait. Tu fais ton interview aujourd'hui, demain après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an. Quand tu vas refaire l'interview, ça sera beaucoup plus parfait. Parce que tu as déjà commencé. Si tu attendais pour être parfait, ça ne va jamais être parfait. Parce que même si tu attendais 2026 pour démarrer ce travail que tu fais, 2026, quand tu vas commencer, tu vas être comme ça aujourd'hui. Mais le fait que tu as commencé aujourd'hui, ça te permet chaque fin de vidéo que tu partages, tu vas aller regarder les problèmes, là où tu dois améliorer, comment faire ceci, comment faire cela, comment faire ça. Avant un an,
tu sois parfait. Et c'est cette courbe qui monte, qui descend, qui permet à l'homme de se perfectionner. Donc, à part ça, tu ne pourras jamais réussir. Donc, ton meilleur moment pour lancer est déjà passé. Ton dernier sens aujourd'hui. Donc, lance-toi. Ton dernière chance, c'est aujourd'hui. C'est quoi la réussite pour vous, en fait? Pensez-vous que vous avez réussi? Non, réussir, c'est trop dire. Réussir, c'est trop dire. Hein. Coach Simon dit, quand tu as réussi, on va te mettre sur Forbes. Mais même avoir votre photo sur Forbes, et pour moi, n'est pas la réussite. Parce que plus que le temps passe, je ne vais pas sortir de l'argent dans la réussite. Avoir beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais avec le temps, tu comprends, il y a des éléments importants. C'est l'impact. Je suis très content d'aller au niveau du Burkina Faso, voir des milliers de personnes, content de me voir parce que j'ai impacté leur vie. Aller à Abidjan, voir des centaines de personnes qui sont prêtes à venir uniquement à l'aéroport pour t'accueillir, sans leur demander, sans leur donner le transport, parce que tu as impacté leur vie à ce niveau qu'ils sont prêts à se déplacer. Les gens quittent Boaké, pour ceux qui connaissent Abidjan, quittent Boaké, quittent Daroua pour venir à Abidjan, uniquement pour te voir, pour te dire à quel point ils sont contents. Donc si on peut faire cet impact à un autre level, que ce soit sur l'éducation en Afrique, créer des universités, apporter de la lumière, apporter de l'eau potable pour des millions et des millions de jeunes Africains qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui ne savent pas que c'est possible de réussir, peu importe votre coût social, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu es en train de faire. Donc je pense que si l'homme réussit à faire ça, il a réussi sa vie. Si tu prends le cas de Thomas Sankara et Blaise Compaoré, je ne vais pas affirmer, les gens disent que c'est Blaise Compaoré qui a tué Thomas Sankara. Blaise Compaoré a vécu une quarantaine d'années ou soixantaine d'années. Il a fait 20 ans ou plus au pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, il vit. Mais son nom, qu'est-ce que cette vie-là apporte? Rien. Thomas Sankara a vécu une trentaine d'années. Aujourd'hui, on vient de le nommer héros national. Aujourd'hui, partout en Afrique, on prend Thomas Sankara comme exemple, avec 4 ans de règne au pouvoir, moins de 4 ans. Donc la vraie réussite se repose sur ces éléments factuels. Cheikh Anta Diop peut-être n'a pas laissé beaucoup d'argent, mais il a réussi sa vie. Aujourd'hui, on parle de Cheikh Anta Diop partout dans le monde. Il fait partie qui ont démontré le monde entier que c'est ça. Et ainsi de suite. En science, il a démontré, prouvé énormément de choses. Donc la réussite, c'est beaucoup de facteurs. Mais avec notre monde aujourd'hui de vie, avec beaucoup de choses aussi, la sécurité de vie et tout, l'argent est primordial. Parce que pour impacter, pour faire ce que Thomas Sankara a fait, pour faire ce que Cheikh Anta Diop a fait, à notre époque, nous, il faut que la vente, comme Bob Marley a l'habitude de le dire, angry man is an hungry man. Donc, quand tu as faim, tu ne peux rien faire. Donc, il faut avoir les bases, comme disait Maslow, les pyramides de besoins. Les besoins primaires, c'est que sécurité là doit être réglée. Et ensuite, impacter, je pense que c'est la réussite totale d'un homme. Ce que Simon Ouedraogo dit, un homme réussi, c'est quelqu'un qui est mort. 50 ans après, on continue à parler de lui comme il est là. Un homme qui réussit, c'est 50 ans après. Sa mort, les gens continuent à parler de lui. Ouais. D'accord, merci beaucoup Amadou Seck. Merci pour ce moment passé ensemble. Je ne sais pas si vous avez un mot de fin pour ma communauté. De leur dire merci, hein, merci et continuer à soutenir ces arts de choses. Merci à toi pour l'interview, c'est un grand plaisir. Et de leur dire de vous abonner et de te suivre. Et peut-être il y aura encore d'autres personnes beaucoup plus impactantes, beaucoup plus inspirantes qui vont passer avec ta communauté pour que vous, ensemble, on continue à apprendre. Et ensemble, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, à cette reconstruction de l'Afrique, de ton pays. Et voilà, ensuite, maintenant, tu pourras faire partie des personnes qui ont impacté l'humanité. Et 50 ans après ta vie, on continuera de parler de toi. D'accord, merci beaucoup Amadou Seck, merci d'avoir suivi cet entretien, likez, abonnez-vous et à bientôt, merci.